Mais toi, t'es qui? C'est quoi ton identité à toi? Tu viens d'où? Moi, je m'appelle Certes, j'ai 29 ans. Et si je dois répondre à ta question, je répondrai de plusieurs manières. Toi, t'es blanc, tu me demandes d'où je viens d'où. C'est pas la même manière que si un Rhône me demande d'où je viens d'où. Ouais. Moi, je vais te répondre que je suis né à Clichy, en 92. Ouais. J'ai grandi à Persan, en 95. J'ai fait mon DUT à Sarcelles et j'ai fait mon école de commerce à l'ESC Po. Et toi, je pense qu'en tant que blanc, tu veux savoir d'où je viens avant tout ça. Non. Non. Ah, c'est marrant que tu me dis ça. Et un Renois, tu lui répondrais comment? Je suis haïtien d'origine. Je suis un mec de Cergy. Et toi, si je te demandais, au lieu de t'es d'où, t'es qui? Je suis un citoyen du monde. Je m'en bats littéralement les steaks de l'identité. Mais vraiment, je suis né noir, je vis dans un pays blanc, j'ai eu la chance de voyager. Et je pense que des premiers problèmes qu'on a, c'est que c'est son identité. On vient tous de quelque part. Et moi, je suis ici d'origine. C'est cool, c'est très cool. Je suis un banlieusard de ville. C'est cool. Je habite aujourd'hui à Paris. Je suis français pour certaines. Et j'en ai rien à secouer, en fait, parce qu'on est tous des morceaux de trucs. Donc quand tu me demandes c'est quoi mon identité, j'en ai pas et je t'en donnerai pas. On met les gens dans des cases, alors que les cases c'est fait pour les croix, c'est pas fait pour les hommes. Mais tu me dis, t'as été le premier à me dire, je suis un noir dans un pays de blanc. Comment tu le vis ça d'être un noir dans un pays blanc? Comment je le vis comme c'est Youssoupha, c'est un rapport que j'aime bien qui dit que je suis pas issu de l'immigration, je suis issu de la colonisation. Est-ce que tu considères que ça a été un mal, la colonisation? C'est un mal, clairement. C'est un mal parce que humainement, c'est un mal. Je m'en fous de l'économie, je parle d'êtres humains qui ont souffert. Donc c'est forcément un mal. Et ce qu'aujourd'hui, je pense qu'un peu problématique, c'est que on pense que, parce qu'on vit en France, on oublie ça, alors que je pense que je l'oublierai jamais. Tous les Noirs, tous les Arabes, tous les étrangers qui ont eu un passé colonial s'en souviennent. Et même mes enfants, je pense dans 5 générations, se souviendront parce que mes parents l'ont transmis, comme les grands-parents l'ont transmis. Bien sûr, j'en parlerai à mes enfants et ils le sauront. Donc c'est en nous tous les jours. C'est chaud ce que tu dis parce que c'est en nous tous les jours. Ouais. Comment est-ce que tu peux bien vivre avec ceux dont les ancêtres t'ont colonisé? Comment, alors je vais prendre une image débile, est-ce que tu peux imaginer qu'une femme puisse vivre avec l'homme qui l'a violée? C'est sur son arrière-arrière-grand-mère qui l'a violée. Qu'est-ce que tu veux que je peux faire? On peut pas faire grand-chose. Par contre, ce que j'en veux, c'est que les gens d'aujourd'hui, les politiciens, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ne veulent pas reconnaître quelque chose qui a existé. Et ne serait-ce que humainement, en fait. Quand quelqu'un t'a tapé pendant longtemps, tu vas avoir une rancœur en lui et ça partira pas. Ne ferait que reconnaître, et tant que tu n'auras pas reconnu que tu l'as tapé, et ce sera encore pire. À l'époque, mes ancêtres, pour rétablir l'équilibre humain qu'il y avait entre l'esclave et le colon, c'était de se battre pour retrouver sa liberté. Aujourd'hui, c'est une autre bagarre qu'il y a. La bagarre, elle est dans pas l'intégration, parce que personne ne doit être intégré, mais elle est dans rééquilibrer ce rapport de force. Et moi, je le fais un peu tous les jours à ma manière. Donc je me bats peut-être à ma manière comme je me serais battu à 150 ans si j'avais été un esclave. Tu dis, faut pas parler d'intégration. Pourquoi? Il n'y a pas à être intégré, ça veut rien dire d'être intégré. J'ai un grand problème avec la loi, je respecte entre guillemets, j'ai un problème avec la loi en soi, parce que la loi elle a dit que l'Holocauste c'était légal, la loi a dit que l'esclavage c'était légal, la loi elle a dit que les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc la loi c'est un instant T, c'est des personnes qui choisissent des choses. Donc l'intégration c'est respecter des valeurs que une loi impose. L'homme crée des lois. C'est ça l'intégration, tu crois? Moi, j'irais vivre en Haïti. Ouais. Bon, évidemment, la base, certainement, pour moi, ça serait, il faut que je m'adapte aux lois haïtiennes, mais bien au-delà de ça, je me dirais surtout, il faut que je m'intègre dans la culture. Oui, il faut que les mecs, ils considèrent que, putain, je m'intéresse à leur culture. Mais le problème, c'est que c'est comme l'amour, c'est des choses qui sont hyper subjectives. À quel moment tu passes, à quel moment tu l'es pas. Moi, je me considère comme intégré. On va dire que je suis intégré. Pourquoi? Parce que j'ai un bon français et parce que j'ai un bon taf, entre guillemets. Mais d'autres personnes diront que je ne le suis pas parce que j'écoute du rap tout le temps et que je peux pas écouter du rap fort parce qu'ils diraient que je suis pas intégré. En fait, ça dépend du moment de la journée. Ça dépend de l'inclinaison de la lune, l'intégration. Donc forcément, c'est subjectif à en crever. Ouais. Et est-ce que tu disais que une des premières choses qu'il faudrait pour aller mieux, pour ne plus être dans la guerre, ça serait de reconnaître les crimes du passé, reconnaître que la colonisation a été un mal. Est-ce que tu crois vraiment que ça changerait quelque chose dans la mentalité des anciens colonisés qui vivent aujourd'hui en France? Moi, je pense que le problème, il est... la France, je considère que c'est comme une famille. C'est ma famille. Et on est une famille. Ceux qui sont au gouvernement, en fait, leurs enfants adoptifs, forcément, ils viennent d'ailleurs. Ils ont été adoptés, ils ont fait un choix de les adopter. Ils ont fait un choix de les adopter et ce choix, ils l'assument pas forcément. Ils aiment pas suffisamment leurs enfants adoptifs. Et quand tu n'aimes pas ton enfant, parce que c'est ton enfant, il ressent ce lien de paternité,
et ben il risque de te tourner le dos, il risque de t'en vouloir. Donc si on veut que ça se passe beaucoup mieux, bah, je lui dis, papa, en parlant à François Hollande, parce que quelque part, t'es mon père, bah, aime tes enfants adoptifs comme t'aimes tes enfants biologiques. Et là, je vais tout droit, les papa. choses, elles iront mieux, tu tournes à droite. Ah. Est-ce que tu ne crois pas aussi, en sortant du discours papa-enfant, qu'il y a chez un paquet de Français, là je ne pense pas aux politiques, Okay. aussi le sentiment que ces nouvelles générations d'immigrés n'ont pas envie, kiffent pas leur papa, kiffent pas leur maman. Je pense que c'est le cas, et je vais dire franchement, je pense que c'est vrai. Et ils ont raison. Moi, j'ai grandi en banlieue. La banlieue, elle est délaissée. Elle est délaissée. Et même moi, qui suis quelqu'un que beaucoup classé comme intégré, j'ai une rancœur de malade en moi. Elle est en moi tous les jours. Sauf que j'ai décidé d'utiliser d'une manière différente que de cramer des voitures. J'utilise en me battant, en créant des associations, en montant sur scène. J'utilise d'une autre manière cette rancœur. Mais oui, vu qu'on n'a pas... la France, c'est un pays qui a plein de choses, qui a plein de potentiel. Et que pour certains, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc forcément, ils l'aiment moins. Ils l'aiment moins. Et ça se voit dès la jeunesse. Moi, j'ai grandi en banlieue dans une classe, au collège, on était 40 dans la classe. Où après, j'allais au lycée où j'ai passé mon bac, où on avait le taux d'échec le plus fort au bac. Donc je suis parti en école de commerce sans savoir que les prépas existaient. Parce que depuis tout petit, c'est comme ça. Et donc, donc forcément, et c'est humain en fait. Il y a du favoritisme, donc tu vas moins aimer. En fait, tout est question de cœur et d'émotion. On essaie de tout rationaliser, alors que tout est une question de cœur et d'émotion et quelque part d'amour. L'amour, il n'a pas été donné dès la base, donc ça fait que ça crée des gens qui ont moins d'amour, Parce qu'en fait, je pense que c'est des gens comme tous ceux au gouvernement ont vécu comme toi, je pense, très certainement comme toi, avec dans une famille de riches, un cadre de riches, sauf qu'ils l'ont resté toute leur vie. Et donc ça fait qu'ils sont incapables d'avoir de l'empathie pour autre chose qui n'est pas leur. Pour régler le racisme et toutes ces choses-là, il faut faire voyager un enfant toute sa vie, fais-le voir du monde. Il va forcément... Il peut pas être raciste. Il va se rendre compte que l'être humain, il sait pas qu'un blanc, un noir, un truc. L'être humain, c'est plein de trucs. Par contre, des gens qui n'ont pas vécu ça, qui sont restés dans leur même monde, comme les politiciens qu'on a aujourd'hui, quand je vois que François Hollande n'est pas capable d'aligner 4 mots en anglais, tu te rends compte à quel point il n'est pas ouvert. Notre président, il n'aligne pas 4 mots en anglais. C'est qu'il n'est pas ouvert du tout. Donc comment tu veux qu'ils soient, ces gens-là, ouverts sur autre chose? Ça me parle beaucoup ce que tu dis sur l'adoption. Et en gros, quand on adopte des enfants, faut les aimer autant que ses enfants naturels. Mais est-ce que tu crois pas que c'est humain? Dans les deux cas, c'est humain. C'est humain que l'enfant, même si tu t'es bien occupé de lui, il te tourne le dos à un moment pour aller chercher sa vraie famille. C'est humain même si des fois tu le regarderas, tu te diras il est quand même, il est blond alors que moi je suis brun, il est noir alors que moi c'est humain. Tout le monde se recroqueville. Toutes les communautés restent de plus en plus entre elles. Clairement. À ton avis, c'est la faute des politiques, ça? La peur. Les gens, ils ont peur. Il y a eu une espèce de moment de vivre ensemble en France. En 98? Ouais, 98, 99. Et les attentats de 2001 ont tout niqué. Donc 98 à 2001, il y a 3 ans. Donc il y a eu une espèce de flou où ça passait. Où Zidane était devant, où Jamel Debbouze était devant. Mais après, il y a eu les attentats. Et il y a eu commencé à y avoir une dégringolade. Il y a, depuis un certain temps, les gens qui se retournent vers leur communauté. Les hipsters se hipstisent de plus en plus, les banlieusards restent de plus en plus entre eux, les prolos restent de... C'est le cas. Mais tu me disais la peur, ils ont peur de quoi les Renois et les banlieusards? Ils ont quoi à perdre? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de se prendre un râteau géant en allant devant des gens qui veulent pas d'eux. Il y a quoi de pire que ça? Que d'arriver dans un endroit et te faire dévisager. Il y a quoi de pire humainement que ça? Il n'y a rien de pire que ça. Je parlais avec une amie à moi de Montpellier, elle m'a sorti une phrase qui m'a un peu... elle est musulmane, elle est présidente d'une association à Montpellier, j'ai joué à Montpellier et tout. Et on a passé la journée à distribuer des repas à des enfants. Et c'était vraiment cool. Et à la fin, j'ai joué dans une chicha à Montpellier et tout. Et des chichas, il n'y a rien de plus négatif et banlieusard que ça. Je lui dis, parce que même moi, j'ai cette vision négative de la chicha. Un peu moins aujourd'hui, mais bien. Et je lui dis, pourquoi vous venez dans une chicha et tout? Il n'y a pas d'autre endroit à Montpellier? Et là, elle me répond ça tranquillement, me dit, parce que les autres endroits ne veulent pas de nous. Ils ont créé leur lieu pour se retrouver. Donc, et quand j'ai entendu ça, j'ai fait merde, putain, on est arrivé à ce stade-là. Donc, et en plus, on dénigre le lieu. Et depuis ce jour-là, je vais pas dire que j'adore, mais je vais moins dénigrer. Parce que tout a une raison sociale. Et on crée un endroit
s'il n'y a pas d'endroit pour se mélanger, bah, chacun créera des endroits individuels. Donc il y aura les soirées rock, cocaïne à Paris pour les bobos, je sais pas quoi, il y aura les soirées chicha où on fume et on regarde du foot en écoutant du rap à fond chez les trucs, et les Antillais, bon, ils zoukeront comme ils font la plupart du temps. Donc si je t'entends bien, c'est quand même avant tout la responsabilité de l'élite que de changer quelque chose. C'est nos parents quelque part à droite. Et donc si un enfant est mal élevé, si la famille va pas bien, si tu prônes l'injustice, tes enfants ils seront injustes. Moi, j'en suis aujourd'hui tout simplement parce que ma mère, elle m'a aimé. Elle m'a aimé. J'ai fait des conneries par milliers. Le fait que ma mère m'aimait m'a fait arrêter de faire des conneries. C'est pas plus compliqué que ça. Et puisque bon, on va voir comment la politique va évoluer, mais bon, on peut s'attendre au moins à encore 6 ans horribles avec soit Marine Le Pen, soit Sarko, soit Hollande de nouveau. Donc dans tous les cas, ça va être horrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous, population, toi, certes, venant de Persan, Renoir, moi, Charles, qui regarde un peu dans la même direction que toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'il y aurait quelqu'un, une personne du peuple, en tout cas plus représentatif, parce que je suis désolé, ces mecs-là ne sont pas représentatifs pour un pet de la population française. Donc tu vois pas de changement possible hors du système politique, par le peuple, par nos actions. L'être humain est désorganisé par nature. Il faudrait que ce soit une organisation de malades et il faudrait que quelqu'un du peuple ait la vision macro suffisamment forte pour pouvoir un minimum rassembler. Quelqu'un qui sacrifie sa vie pour les autres. Et comme les grands mecs l'ont fait, comme Luther King l'a fait. Et aujourd'hui en France, il y a besoin de plus de quelqu'un de cœur que de quelqu'un de tête. Et tu crois qu'Yacine Bellatar peut devenir président? Non, parce que la France n'est pas prête à ça. La France n'est pas prête à ça. Un musulman président, la France n'est pas prête du tout à ça. On empêche les meufs de mettre un bout de tissu sur leur tête. C'est pas pour mettre un président, un musulman. Aujourd'hui, si on te demande à l'étranger, toi t'es français, t'aimes ton pays, tu dirais quoi? Ça dépend des fois. La France me débecte des fois. Elle me débecte. Je vois une BFM TV, ça me débecte. J'ai vu la rue des Allocs la dernière fois, ça me débecte. Mais il y a des choses bien, parce qu'effectivement, c'est un pays de démocratie, entre guillemets. C'est un pays où tu as le droit de faire des choses. Il y a des pays où tu as le droit de rien faire. C'est un beau pays pour certaines choses. On roule dans Paris, c'est un plaisir. L'architecture est très belle. Mais il y a des choses qui vont pas. Mais tu le vois comment l'avenir alors? T'as envie de rester en France? Je me pose la question. J'ai de moins en moins envie d'élever mes enfants dans ce pays.